la TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous, il est 20h. Dans l'actualité ce soir, ce qui va changer désormais dans la manière de travailler de la HAC pour les 5 prochaines années. L'instance de régulation lancée hier a nommé son nouveau plan de travail. Le FMI encourage le Togo, le niveau du pays, le niveau de la dette du pays baisse. C'est le constat dressé à l'issue de sa dernière mission par l'institution début avril à Lomé. Et puis une patrouille de la police togolaise attaquée hier à la plage. Un individu a perdu la vie. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien nous le saurons tout à l'heure dans cette édition. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le 20h. La HAC se réinvente. L'instance de régulation a lancé son nouveau plan de travail hier et c'est sur les 5 prochaines années. Retour d'abord sur les temps forts de la cérémonie hier avec Edem Sousoupo. La HAC, haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, se met en phase avec les mutations qui interviennent dans le paysage médiatique. Après 5 mois de concertation, les experts commis par le PNUD ont doté l'institution d'un plan stratégique remis au chef du gouvernement, Commissaire Lom Klassou. C'est une boussole qui va désormais orienter les actions de la HAC pour les 5 prochaines années 2019-2023. Cet outil de modernisation de la HAC va lui permettre de jouer pleinement son rôle de régulation en couvrant toute l'étendue du territoire national et en œuvrant au respect du code d'éthique et de déontologie par les organes de presse. Ce plan stratégique, premier du genre dans la vie de l'institution, définit le cadre de planification, de programmation et de budgétisation de la HAC. Il est structuré en 5 axes. Le premier axe consiste à consolider le développement institutionnel par une restructuration de la HAC qui prend en compte la réorganisation des cadres administratifs et financiers. Le deuxième axe vise à consolider la régulation par la couverture du territoire national, par la décentralisation des services de la HAC, déclinée en antennes régionales pour améliorer sa capacité réelle. Le troisième axe a pour objet de consolider les cadres d'exercice et les capacités des professionnels et gestionnaires des médias, la communication et la publicité. Le quatrième axe vise à améliorer le cadre interrelationnel avec les acteurs du secteur des médias et de la communication. Enfin, le cinquième et dernier axe a pour objet d'améliorer l'image de marque et renforcer la notoriété institutionnelle de la HAC. Le PNUD, qui a accompagné l'élaboration du plan stratégique de la HAC, s'engage également à soutenir sa mise en œuvre qui nécessite 3,5 milliards de francs CFA. Pour le coordonnateur du système des Nations Unies au Togo, un espace médiatique assaini contribue à la promotion de la culture de paix. Dans un contexte international de plus en plus marqué par les discours incitant à la violence, à la haine et au mépris de l'autre, réussir la régulation de la communication, c'est bien sûr semer les graines de la paix à travers la promotion des valeurs de tolérance et de responsabilité dans la jouissance des libertés individuelles. Ce plan apparaît donc comme la première pierre d'un nouveau processus au cours duquel l'institution mettra en place diverses initiatives innovantes propices à la liberté d'expression et de presse. Pour le Premier ministre Commissaire Lom Klassou, la liberté de presse renforce la démocratie et l'état de droit. Établir des institutions stables, créer des conditions d'un progrès économique partagé, accroître le bien-être de nos populations en consolidant la bonne gouvernance, la justice sociale et la paix sont pour nous autant de défis face auxquels le journaliste ne doit pas rester en marge. C'est pour cette raison que je me réjouis de l'initiative de la HAC de se doter d'un cadre d'action pour les 5 prochaines années afin de se donner les moyens de faire des médias et de ceux qui animent ce secteur
de véritables acteurs de développement. Faut-il le rappeler, la liberté de la presse et de la communication est un ciment de l'efficacité de l'action publique dès lors qu'elle est exercée avec professionnalisme, responsabilité, conscience, objectivité et neutralité. Le gouvernement apprécie la planification des activités autour de 5 principaux axes en tant que priorité transversale. C'est particulièrement le cas de l'axe 2 relatif à la décentralisation des services de la HAC en vue de permettre à cette institution d'assurer une couverture nationale dans la réalisation de sa mission, surtout au moment où le Togo s'apprête activement à organiser les élections locales et promouvoir ainsi la démocratie et le développement à la base. Il en est de même pour l'axe 3, qui, lui, est centré sur la formation des acteurs de la presse et de la communication, avec pour point d'orgue la culture des valeurs que sont la compétence et la responsabilité. Le chef du gouvernement a également précisé que le Togo a toujours encouragé une presse libre et plurielle, basée sur le respect des lois, du code de l'éthique et de la déontologie. Le plan stratégique est donc l'une des actions concrètes de l'institution aux côtés du gouvernement dans son processus de réforme en termes de mobilisation des médias pour la vulgarisation du plan national de développement PND. Et on vient de l'entendre, les principaux axes de ce plan stratégique décliné tout à l'heure. Mais question ce soir, qu'est-ce qui va désormais changer dans la manière de travailler de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication? Les innovations de ce plan stratégique, Augustin Kossi. C'est la boussole qui va désormais orienter les actions de la HAC au Togo en matière de régulation du paysage médiatique pour les 5 prochaines années. Le plan stratégique de sa modernisation restructure l'institution pour lui permettre de jouer pleinement son rôle de gardien de la liberté de presse. Il fait un diagnostic de l'état des lieux et prend en compte les enjeux et défis de la convergence. Les thèmes de référence du PNUD nous ont demandé d'abord de faire le diagnostic, c'est-à-dire faire un état des lieux, qui permet de voir que la HAC n'est pas une institution qui est reconnue comme elle devrait l'être. Ensuite, l'exercice de sa mission est limité à Lomé et à environ. Troisième faiblesse que nous avons notée, c'est que le paysage médiatique du Togo est bipolarisé et allié, et la nécessité que la HAC soit reconnue comme ce qu'elle est, une institution constitutionnelle chargée de la régulation des médias, c'est-à-dire de l'arbitrage entre les pôles de pouvoir et les médias. Le plan stratégique fait donc de la HAC un organe institutionnel qui arbitre le monde des médias au Togo. Ceci à travers l'amélioration des relations de la HAC avec le secteur médiatique et des conditions de vie et de travail des professionnels de la presse. Il intègre les notions du respect de la dignité de la personne humaine, du pluralisme de l'information, de la protection des mineurs et de la promotion de la femme. Pour faire face à ce constat, nous avons proposé 5 axes. Le premier axe est relatif à la consolidation du développement institutionnel. La HAC telle qu'elle existe aujourd'hui du point de vue organisationnel, structurel, a besoin d'être un peu reliftée pour que ses capacités administratives et financières soient améliorées. Ensuite, c'est important quand même que la régulation ne s'arrête pas à Lomé. Les médias couvrent l'étendue du territoire national, donc la HAC doit être étendue dans les 5 régions. Nous avons proposé que le cadre d'accès et le cadre d'exercice de la profession de journaliste, de gestionnaire de médias, de techniciens de publicité, de responsables de communication soit amélioré aussi. Parce que ce n'est pas parce que quelqu'un est un bon journaliste qu'il est nécessairement un bon gestionnaire d'entreprise de presse. Quatrième solution que nous avons proposée, c'est que la HAC améliore la qualité de ses relations avec toutes les parties prenantes de la régulation. Que ce soit les médias, que ce soit la société civile, que ce soit les FAT. Et en fait, dernière solution que nous avons proposée, c'est que la HAC ait une communication institutionnelle digne de ce qu'elle doit être. Quand même important que de plus en plus, la place des femmes
leur soit accordée aussi bien dans les médias que dans les organes de direction. Le numérique a induit beaucoup de changements dans l'exercice de la profession. Le numérique a virtualisé la diffusion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin forcément d'un émetteur fixe, reconnaissable par la présence des antennes pour passer de l'information. Avec le support virtuel qu'est Internet, il est possible de passer l'information. Donc nous avons le développement des médias en ligne. Nous avons aussi la numérisation de la diffusion hertzienne qui intervient à travers la TNT. Donc nous étions contraints de nous adapter à cette nouvelle réalité-là. C'est donc un nouveau départ vers la régulation du secteur de la communication adapté aux nouveaux services et à l'évolution technologique. Mais ceci devra passer d'abord par une prise de conscience de tous les acteurs, l'appropriation des innovations introduites pour une presse libre et responsable au Togo. Soigner son écriture, prendre encore plus soin des actes de naissance, par exemple des enfants. Le ministre Boukpessi demande partout aux agents d'état civil plus d'efforts à la modernisation. L'étape de Kara et le récit de Nestor Mouzou. Les défaillances constatées dans le fonctionnement de l'état civil au Togo préoccupent le gouvernement. Des mesures sont en voie d'être prises pour améliorer ce fonctionnement. C'est dans cet esprit que le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales a entrepris une tournée dans les chefs-lieux de région du pays pour échanger avec les acteurs impliqués dans l'établissement des actes d'état civil. Le ministre Payadoua Boukpessi et les membres du comité technique sur l'état civil qui l'accompagnent sont ici à l'étape de la région de la Kara. Nous sommes là pour recueillir les avis, les propositions pour améliorer notre système d'état civil. Nous le faisons suite à la mise en place par le chef de l'État du comité technique sur l'état civil. Ce comité technique, les membres ont été nommés, installés et le gouvernement a même recruté un expert international pour les appuyer. Et donc, pour travailler, ils veulent rencontrer les acteurs à la base. Nous sommes là parce que nous sommes la tutelle avec le ministère de la Justice, la sécurité, même la santé. Donc nous les accompagnons pour qu'ensemble nous puissions écouter les acteurs à la base, recueillir les avis et donc à l'issue de cela, il y aura un projet qui sera soumis à l'examen du gouvernement. Et peut-être que cela engendrera de modifier la loi sur l'état civil au Togo. Mais nous attendons d'abord les résultats de l'étude avant que le gouvernement ne se prononce. L'acte de naissance, l'acte de mariage, l'acte de décès et le livret de famille sont les principaux documents qui sont établis à l'état civil. En mettant en place le comité technique sur l'état civil, le gouvernement entend assainir ce domaine pour parvenir à un état civil de qualité au Togo. Ça diminue, je vous l'annonçais tout à l'heure en titre, le niveau de la dette du Togo baisse. C'est ce que dit le FMI, un constat dressé au lendemain de sa dernière mission à Lomé début avril. Les précisions de Carmen Magiaka. Le niveau d'endettement du Togo devrait passer sous la barre des 70% en 2019, selon le Fonds monétaire international FMI. Au cours d'un décryptage de la situation économique du Togo, la mission du FMI ayant séjourné ces derniers jours à Lomé a affirmé que le budget du Togo s'est conformé aux critères de convergence macroéconomique de l'UEMOA, c'est-à-dire un déficit budgétaire inférieur à 3% du PIB. Nous pensons que on peut s'attendre à ce que l'investissement privé se substitue à l'investissement public pour garder le niveau total de l'investissement dans l'économie inchangé ou même aller en augmentant et éviter que la dette publique ne va pas en accroissement. La réduction de la dette est l'illustration concrète des bonnes performances réalisées par le Togo sur le plan économique. À fin 2016, la dette publique était de plus de 80%. Cette baisse significative est l'aboutissement de la volonté du gouvernement d'inverser la tendance haussière de sa dette publique. Nous poursuivrons notre engagement et nos efforts pour apurer la dette intérieure, notamment commerciale. Et en 2018, il faut le souligner, 65 milliards
ont été levées pour apurer, disons, la dette commerciale du Togo. Tout ceci, c'est pour encourager le secteur privé et, disons, lui donner tous les moyens. Il y aura, disons, moins de dettes. Et donc, ça nous permet de mettre en œuvre une politique d'endettement soutenable. Pour maintenir le cap, le Togo doit poursuivre les réformes en cours et celles qui devraient être convenues pour être mises en œuvre dans le cadre du Plan national de développement PND 2018-2022. Dédouaner son véhicule ou toute autre marchandise en ligne, c'est effectif, vous le savez, au Togo depuis 2014. Aujourd'hui, le processus est encore très avancé. En quoi consiste le dédouanement en ligne, ses avantages, les étapes du processus? Eh bien, c'est dans ce dossier de la rédaction, dossier signé Augustin Kossi. Sur toute la ligne de la procédure de dédouanement, progressivement le papier est remplacé par le numérique. On parle alors de la dématérialisation, de la déclaration au bon enlevé ou au bon de sortie du port autonome de Lomé. Tout est en version électronique. D'abord la déclaration. Vous pouvez avoir un bordereau, vous faites un remplissage, vous joignez les papiers, vous vous déplacez au bureau du port, vous faites la déclaration. On vous délivre un bordereau, vous allez à la banque payer. On vous donne une facture avec un tampon, vous revenez au port, on vous met un bon enlevé et vous allez dans le dernier service pour prendre un bon de sortie avant d'aller prendre votre marchandise. Aujourd'hui, vous faites une déclaration en ligne. Donc, vous ne remplissez pas un papier, vous avez un formulaire en ligne, vous remplissez. Il faut, pour un port compétitif, accélérer les procédures. Et les procédures douanières doivent contribuer, si la célérité augmente, à augmenter la compétitivité du port. Le processus a débuté depuis 2014. Dans les différentes institutions bancaires partenaires, le paiement en ligne est effectif. Toutes les étapes de dédouanement des marchandises ont subi cette transformation numérique. Cette fois-ci, le bon enlevé et le bon de sortie entrent dans la révolution numérique en accélérant le processus. Les factures hautes à la déclaration en ligne. Le vérificateur n'attend pas que vous arriviez avant de commencer le traitement. À la déclaration, document joint, il commence à faire le traitement. Il finit le traitement sans même votre présence. Il émet un bordereau de liquidation. C'est un papier électronique qui va directement chez notre partenaire Segis, qui le reçoit. Là-bas, on met une facture. La facture revient à la douane sans que vous traînez un papier. Quand ça revient à la douane, chez le vérificateur, maintenant il vous faut un autre papier qu'on appelle bon enlevé. On ne vous imprime plus ce papier, c'est le papier de déclaration, on ajoute le bon enlevé, c'est un tampon, mais électronique. La dernière étape pour nous, c'est que vous êtes chez vous, vous imprimez le bon enlevé et le bon de sortie. Déclaration en ligne. Joindre les factures et les autres documents en ligne. L'émission du bordereau pour liquidation électronique. Le déplacement qu'on ne fait plus pour amener son papier. Le traitement accéléré pour l'opérateur. Si on va jusqu'au bout, l'impression de son bon de sortie. Il existe un numéro d'identification fiscale pour le déclarant et l'opérateur économique et un code de déclarant qui servent à sécuriser le processus. Ce système va être élargi à toutes les procédures douanières au Togo. Prochaine étape, les opérations aéroportuaires de dédouanement. Augustin Kossi, merci. Également dans l'actualité, le réseau francophone Trade for Trade évalue ses pratiques en matière de commerce. Exercice à l'objet depuis ce matin la cérémonie d'ouverture des travaux, le récit de Tchazim Nabaga. Merci pour votre évaluation.
Faciliter la mutualisation des expériences et des compétences entre ports, c'est le leitmotiv de la réunion annuelle de coordination du réseau francophone du programme Train for Trade. Pour cette 21e session, c'est le même exercice au programme. Nous procédons à l'issue de 2 ou 3 ans d'activité dans le réseau Train for Trade. Nous procédons à une évaluation. Nous demandons à tous les ports de nous dire les difficultés qu'ils ont eues, comment ça marche les formations à travers le réseau. Donc en somme, c'est une évaluation du programme. Ainsi donc, le modèle de gestion de 7 ports de pays francophones d'Afrique de l'Ouest, du Centre et des Caraïbes feront l'objet d'évaluation avec à la clé des formations pour harmoniser les bonnes pratiques. On a vu que les cadres de la plupart des pays sont bien formés, vont à l'étranger, mais les gens juste en dessous qui sont en charge des opérations, souvent n'ont pas accès à ces formations et restent cloisonnés dans leur pays ou dans la sous-région. Donc l'idée, c'était de faire passer les compétences des cadres supérieurs vers les cadres moyens. C'est depuis 2002 que le Togo bénéficie de cette formation. Le programme a renforcé les capacités de 118 agents du port autonome de Lomé, dont 22 femmes. Il s'agit d'une exigence pour le Togo qui ambitionne dans le plan national de développement de se positionner comme un hub logistique de premier ordre dans la sous-région d'ici à l'horizon 2022 en misant sur le port autonome de Lomé. L'idée, c'est que les gens ont suivi un cours de plus de 240 heures, donc en gros une année de licence, puis ils ont présenté un mémoire pour améliorer quelque chose dans le port ou dans la communauté portuaire, parce qu'il n'y a pas que les agents du port, il y a aussi les gens de la communauté portuaire à Lomé, et essayer d'améliorer les choses comme ça. Ce qu'on peut voir à Lomé, c'est que le port s'est développé de façon exponentielle si je prends même il y a ne serait-ce que 5 ans et maintenant, le port fait 3 fois plus de trafic qu'il y a 5 ans. Donc pour que ça fonctionne, il faut bien sûr des infrastructures, mais il faut aussi des gens capables de gérer cette explosion de marchandises. Plus de 80% des échanges internationaux se font par voie maritime et l'efficacité des ports a un impact direct sur le volume des échanges, les coûts des produits et donc la compétitivité des entreprises. Voilà pourquoi le directeur général du port autonome de Lomé, le contre-amiral Fogan Adegnon, a salué ce programme francophone Train for Trade qui contribue à renforcer les compétences du personnel du port. Le directeur de cabinet représentant le ministre des Infrastructures et des Transports a souligné les efforts des plus hautes autorités togolaises dans la modernisation du port autonome de Lomé à travers le partenariat public-privé. Il a réaffirmé la volonté du gouvernement togolais à soutenir cette formation de la conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Être un juriste de banque, qu'est-ce qu'on y gagne? La fonction de juriste de banque est revisitée depuis ce matin à Lomé à l'initiative de l'Association des juristes de banque en Afrique. Le démarrage des travaux ce matin, Aïcha Zebrou, Carmen Madziakapo. Ils sont ceux qui assurent l'ingénierie juridique dans les banques et établissements financiers africains. Ils sont venus de 12 pays de l'Afrique occidentale et centrale pour prendre part aux 17e journées annuelles des juristes de banque d'Afrique. Ensemble, ils vont réfléchir sur les réglementations bancaires en lien avec les réglementations du droit commun. Au niveau des banques, il y a ce phénomène que vous connaissez certainement, le problème de l'insécurité juridique et judiciaire dans l'environnement dans lequel les banquiers évoluent en Afrique. Et lorsque on réfléchit, on se rend compte que cette insécurité provient notamment de textes qui régissent les activités des banques. Et donc il faut réfléchir pour voir quels sont les problèmes qui sont créés par le législateur et qui empêchent les banques à pouvoir donner le meilleur d'elles-mêmes. Depuis l'an 2000, l'Association des juristes de banques et établissements financiers AJBEF œuvre pour mieux sécuriser les banques et les clients. Elle apporte donc sa contribution pour relever les différents défis auxquels font face les banques africaines. Le défi à relever, c'est la création des groupes bancaires africains pour que l'Afrique puisse
se financer par elles-mêmes et qu'on arrête de toujours tendre la main vers les Occidentaux. Tout ce qui est de nature à saper les bases de nos économies et qui ne facilite pas l'émergence des pays africains. La JBEF regroupe aussi bien des juristes de banques de l'espace UEMOA, mais aussi ceux d'autres pays hors UEMOA. Ces actions sont ici appréciées. C'est un outil extraordinaire. Extraordinaire en ce sens qu'il permet aux juristes de banque de se retrouver, d'échanger et de proposer des pistes de solutions aux différents problèmes. Et je pense que depuis leur création jusqu'à aujourd'hui, ils ont abattu un travail extrêmement important. Mais il y a extrêmement de défis à relever et il faut se renforcer, il faut savoir faire face à ces défis. Et je pense que sans l'association des juristes de banque, les banques couriraient beaucoup plus de risques. Selon le ministre de la Justice, garde des Sceaux, les professionnels doivent être désormais capables d'appréhender la question bancaire du point de vue du droit. Vous accédez à l'une des actions importantes de mon département ministériel qui se propose de rencontrer le monde de la finance et de la banque pour partager quelques préoccupations du moment concernant, entre autres, les infractions à l'épargne publique, la cybercriminalité, la protection des données personnelles des clients et du citoyen. En tant que professionnel des droits et employé de la banque, le juriste de banque a pour mission de veiller à la légalité des actions et décisions de la banque. Il doit défendre les intérêts de la banque et être en mesure de guider les responsables des banques dans la prise des décisions. Ils sont formés pour former d'autres à leur tour. Ils sont en tout 50 stagiaires à démarrer ce matin cette session de formation au métier de l'énergie. La cérémonie d'ouverture, Mabel Fiagno, Robert Kotogwe avec Sandra Ziabui. D'ici à 2030, le gouvernement togolais projette l'électrification de tout le Togo par tous les systèmes électriques, y compris l'énergie solaire. Ce qui nécessite la maîtrise de la technologie en matière du solaire pour les installations et la maintenance des équipements. Kia Energy Group, retenu suite à un appel d'offres international, apporte ses expertises aux jeunes Togolais. À travers cette formation, il y a deux volets. Il y a d'abord le volet technique, c'est-à-dire les technologies sur lesquelles eux-mêmes ils vont former à leur tour les techniciens. Puis après, il y a l'aspect pédagogique, parce que c'est très important de leur donner les outils pédagogiques nécessaires pour former les techniciens de façon concrète et pratique, pour qu'ils n'aient pas à aller tituber en gros sur le terrain. Donc, il y a le volet technique couplé à une approche pédagogique pour pouvoir délivrer le message. 50 jeunes sont ciblés pour cette formation, à l'issue de laquelle ils vont être déployés dans les 5 régions pour former 3000 professionnels des énergies solaires. Ça, c'est une première phase qui consiste à former les formateurs et donc qui vont par après se répartir sur les 5 régions administratives de notre pays où le ministère de l'enseignement technique dispose des centres de formation régionaux. Et donc, par région, les 3000 seront répartis et bénéficieront de la formation sur les équipements solaires, comment les dimensionner, comment pouvoir faire une installation qui réponde aux besoins du client. C'est un programme qui est en lien avec le PND et se situe dans le contexte du projet présidentiel CISO. Dans la mise en œuvre de ce plan, de cet ambitieux plan, le secteur de l'énergie est fondamental. Et donc, sous la houlette du chef de l'État, le gouvernement a élaboré une stratégie d'électrification pour tout l'ensemble du territoire. Et cette stratégie est basée sur l'utilisation de toutes les solutions d'électrification, y compris l'utilisation des équipements solaires pour la fourniture de l'énergie. La fourniture de l'énergie à base des sources d'énergie renouvelables sont un nouveau métier. Donc, ça demande une formation et le gouvernement a décidé alors de mettre une académie pour pouvoir former les jeunes à ce métier. La visite des ministres au sein de Kia Energy Group marque officiellement l'ouverture de la session de formation des formateurs prévue pour durer 2 semaines.
Après la formation, 5 académies solaires seront créées pour former désormais des techniciens locaux dans le domaine des énergies renouvelables. C'était hier, aux alentours de 22 heures. Une patrouille de la police à la plage est tombée sur 3 individus armés. L'un d'eux a trouvé la mort dans l'attaque. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Eh bien, voici le récit de Luc Assis. Voilà, apparemment nous avons un souci de son sur ce sujet sur lequel nous allons peut-être revenir dans le courant de cette édition. Ça va être un moment de détente. L'Université de Lomé a lancé sa semaine culturelle. C'est jusqu'au 17 avril prochain. Voici l'agenda avec Gérald Aboudjou. L'Université de Lomé célèbre la culture à travers ce créneau dénommé Journée culturelle. Moment de répit offert à toute la communauté universitaire pour exprimer en toute plénitude sa diversité culturelle sous plusieurs angles. Conférences-débats, célébration des réussites scientifiques de l'Université de Lomé, projection de films organisés par l'Institut des sciences de l'information, de la communication et des arts ISICA, concerts géants, spectacles du rire, Festival des arts, contes autour du feu, des journées portes ouvertes, activités sportives, Zumba et tournois de l'intégration entre la police universitaire et les étudiants autour de l'élément fédérateur, le ballon rond. Ces activités sont placées sous le thème « Culture, sciences et excellence » à l'Université de Lomé. Les autorités universitaires nous ont instruit de faire en sorte que toutes les autres composantes de la communauté universitaire se joignent à la fête. Aux côtés de la culture, nous avons estimé que la science aussi peut s'inviter parce que nous sommes dans le temple du savoir et nous ne pouvons pas célébrer la culture comme monsieur tout le monde. Nous devons célébrer la culture en mettant en exergue ce que nous savons faire le mieux et l'un des aspects où l'une des identités des universités, c'est la promotion de la science. C'est pour cela que la direction de la science et de l'innovation a été invitée pour présenter à la communauté universitaire toutes les réussites, toutes les excellences que nous avons eu à enregistrer au cours de l'année précédente jusqu'à maintenant. Et je pense que cela dénote de la volonté justement des autorités universitaires à faire en sorte que culture et sciences s'imbriquent pour que justement ceux qui viennent de la ville puissent savoir que nous ne célébrons pas la culture comme on le fait dans les lycées, mais nous célébrons la culture en tant que des chercheurs qui trouvent, des chercheurs qui sont primés à l'international. Sur place, un avant-goût a été offert à l'assistance, de quoi donner le ton à l'événement. Il est rentré dans un bouquet. J'ai appelé la main française, on a voulu le déloger là-bas. Je l'ai non la envoyé à l'école, CPI, cours primaire international. Des mets traditionnels à base de produits locaux présentés par les femmes de l'Université de Lomé ont été dégustés. Et voilà, une semaine culturelle, une semaine de détente, ce qui promet, ça vaut la peine d'y faire un tour. Le reste de l'actualité, SOS Village d'enfants à 40 ans, à l'heure du bilan, que retenir des actions de l'ONG en faveur des enfants vulnérables. Nous reviendrons sur le sujet dans les prochaines éditions. Les enfants portés également par l'UNICEF dans son projet École Amis des enfants. Ils viennent justement, les enfants de Pimé Tomegwe, de bénéficier de kits scolaires. Gérald Aboudjou.
Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, soutient le secteur de l'éducation en faveur de sa cible au Togo. L'approche École Amis des enfants a été élaborée et mise en œuvre depuis 2014 au Togo par l'UNICEF pour contribuer à l'opérationnalisation de la Convention relative aux droits de l'enfant en vigueur depuis 1990. Il s'agit d'un modèle éducatif qui prend en compte deux régions, plateau et savane. La campagne de la stratégie École Amis des enfants pour le compte de cette année est lancée ici à l'école primaire publique de Kimetomigbe dans le Cloto. Remise de kits scolaires aux apprenants et du matériel didactique au corps enseignant. L'UNICEF nous a aidés dans la construction du bâtiment scolaire, surtout le jardin. Et aussi nous ont aidés aussi à suivre les formations sur le TPA, tutorat, CVC et autres formations également. Effectivement, il y avait un besoin exprimé dans l'établissement. Parce que nos enfants qui viennent à l'école n'ont pas de sac d'écolier. Et nous aussi, on manque de documents pour le travail. Je suis très heureux. Et puis, je passe par ce biais pour remercier d'abord l'UNICEF et tous les partenaires de l'éducation. Cela va droit au cœur. Nous les remercions beaucoup. Que Dieu les bénisse. À travers ce don d'une valeur de 168 628 000 francs CFA, l'UNICEF entend contribuer au renforcement de la qualité de l'éducation dans 544 établissements scolaires dans les régions des plateaux et des savanes. Ceci à travers 3 points prioritaires définis par l'institution. Cette approche est une stratégie qui permet à ce qu'il y ait une gestion participative de l'école à travers les 3 acteurs principaux, à savoir, d'une part, les parents d'élèves et la communauté, deuxièmement, le corps enseignant et bien sûr les inspecteurs et tout le corps enseignant, et troisièmement, les élèves eux-mêmes. Et donc le message est clair, il faut que la qualité de l'enseignement soit améliorée le plus possible pour que les enfants de demain du Togo soient des enfants éduqués avec la qualité requise et deviennent des citoyens responsables pour bâtir l'avenir du Togo. Le directeur de cabinet, Komla Amessiamenou, représentant le ministre des enseignements primaires et secondaires, a exprimé la satisfaction du gouvernement à l'UNICEF. Il a exhorté les bénéficiaires à un bon usage du matériel pour que l'éducation de qualité pour tous, facteur de développement prôné par le chef de l'État, soit une réalité au Togo. Oui, maman. Merci, maman. Et voilà ce communiqué de la RAC. Avant de refermer ce journal, l'atelier national de validation du plan stratégique de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, organisé sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, à l'hôtel 2 février de Lomé, ce 8 avril 2019, a pris fin sur une note de satisfaction. Les travaux de cet atelier qui ont connu la participation des représentants d'institutions nationales et internationales, d'associations professionnelles nationales et internationales, ainsi que des instances de régulation des médias du Bénin et du Burkina Faso ont été clôturés par le Premier ministre, M. Komisselom Klassou, qui a reçu solennellement le document final. Compte tenu de l'importance de l'événement, le premier du genre au Togo, toutes les composantes impliquées dans la mission de la HAC ont été invitées et ont apporté leur contribution à la consolidation du cadre d'orientation établi par les consultants du PNUD. Elles se sont félicitées de la qualité du document et ont invité la HAC à une mise en œuvre effective de ce qui peut être qualifié de cadre document de travail. Afin d'assurer une régulation du secteur des médias et de communication sur tout le territoire national, il a été souhaité l'installation des services de la HAC dans toutes les régions du pays. Face aux enjeux et défis de la convergence et soucieuse d'assurer une régulation du secteur de la communication qui soit adaptée aux nouveaux services, les instances de régulation sœurs du Bénin et du Burkina Faso ainsi que d'autres parties prenantes ont souhaité l'adoption de principes communs relatifs au respect de la dignité de la personne humaine, du pluralisme de l'information, de la protection des mineurs et de la promotion de la femme. Les parties prenantes ont par ailleurs émis les vœux de voir les tests législatifs et réglementaires régissant les médias
et la communication au Togo adaptée à l'évolution technologique, ce qui faciliterait la mission de régulation de la HAC dans un environnement médiatique ouvert et propice à la consolidation de la liberté de presse au Togo. Le plan stratégique de la HAC, servant désormais de boussole, annonce un nouveau départ de la HAC. Communiqué donc de la HAC signé donc par son président Pita Lumani Telou. Voilà, ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir à Pimé Tomébé dans le Cloto et comme d'habitude toujours fidèlement. Très belle soirée.